laissez-moi nous présenter. Ouais, donc bonjour, moi je m'appelle Romor Rahman. Je suis donc un journaliste pour CFAC en ce moment, mais ça fait 5 ans que je suis journaliste rédacteur. En fait, je travaille pour plusieurs publications en partant de Game Rant, Anime News Network. J'ai commencé dans une petite publication qui s'appelle The Game Creator. Et finalement, je me suis ramassé à faire plein d'autres affaires. J'ai été éditeur de la revue de droit à Ottawa. Puis ensuite, maintenant, je suis animateur de radio. On voit clairement qu'il y a plus d'expérience que moi dans le journalisme, quoique moi, mon expérience est dans un point de vue similaire. Donc, je suis YouTuber rôliste depuis 7 ans, donc sur YouTube, évidemment. Le rôliste veut dire jeu de rôle. Je suis également conférencier depuis maintenant 15 ans, donc dans des conventions justement comme la Déchicone, le Tecton, etc. J'ai participé aussi à plusieurs podcasts et ou radios. Et j'ai été rédacteur dans mon jeune temps d'un web fanzine. Alors, on continue? Ouais, Non, non, là, j'ai peur d'avoir Ben, c'est toi. Ouais, donc, un bon point pour commencer, souvent dans cette profession-là, si vous voulez faire du journalisme, genre général, pas juste otaku et geek nécessairement, c'est vraiment dans les journaux étudiants, il n'y a pas vraiment de meilleurs endroits pour commencer, surtout parce que on a beaucoup de liberté pour écrire un peu ce qu'on veut dans les journaux étudiants. Il n'y a pas vraiment de normes strictes en termes de ce qu'on peut écrire en termes de contenu ou non, les sujets qu'on peut aborder. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pourquoi je suis capable de monter une émission, pas juste à cause de mon expérience, de monter une émission sur les affaires geek puis otaku. C'est mon émission, ma Radio Academia, parce que un journal étudiant ou une radio étudiante, ça donne beaucoup cet espace-là. Et c'est comme ça aussi que moi j'ai commencé ma carrière, entre guillemets. C'est quand j'ai été élu rédacteur en chef de mon journal étudiant, j'ai décidé de commencer à publier des articles qui intéresseraient la communauté étudiante au Marinopolis World Review. Donc on a fait un feature sur Whole Live English, puis ça a très bien marché. Je me rappelle les gens sur la page Facebook étaient en train de mettre des commentaires où ils étaient en train d'exposer leurs amis qui regardaient les YouTubers ou non. Puis là, les autres étaient comme « Ah, mais pourquoi tu m'exposes ?» Donc c'était vraiment un drôle de phénomène. Ouais, moi j'ai plus commencé avec la radio étudiante. Quoique, non, c'est pas vrai. J'ai commencé vraiment avec le journal du club d'astronomie au secondaire. J'ai commencé, j'ai fait quelques articles. Je parlais surtout de films de science-fiction, genre les Star Trek, les 2001, des trucs comme ça. En même temps, c'était dans les années 90, fait que ça fait un bout de temps. Et après ça, je suis passé à la radio étudiante. Oh, salut! Oh, une légende ici. On a une belle légende, merci. Donc, c'est ça, à l'école secondaire Bernard-Gariepi, la radio étudiante avait littéralement un studio. Alors, j'ai fait la radio là-dessus pendant un an ou deux. Puis après ça, je pense que c'était tombé en rénovation, etc. Mais bref, on pouvait plus utiliser le studio. Puis à la place, j'ai été DJ pendant les heures de dîner. Fait que c'est pas mal ça. Continue? Ouais, on y va. Ouais, bon, donc, tu veux commencer ou tu veux gérer? Ah, vas-y. Ouais, donc la radio, c'est quand même un bon forum pour faire toutes sortes d'émissions. Puis surtout parce qu'aujourd'hui, avec la montée des podcasts, c'est quand même rendu un médium qui est à nouveau apprécié, je dirais, parce qu'on peut l'écouter en faisant autre chose, dans la gym, dans la voiture. Et sur cet aspect-là, excusez-moi, notamment une radio comme CFAC, une radio communautaire ou une radio étudiante, c'est pas mal un forum que je dirais qui est vraiment bien, notamment pour aller chercher un public qui n'écouterait pas normalement ce genre de contenu. Notamment à l'université, moi j'ai de plus en plus de gens par exemple qui viennent, et ça c'est purement anecdotique, mais quand même, qui viennent me voir parce que la radio elle joue sur le campus, qui viennent me voir et qui me disent « Ah, t'es pas le gars de la radio toi ?»
Donc, j'apprécie ça. Puis, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à faire sortir des gens un peu du moule qui peut-être qui regardaient les animés, qui jouaient à des jeux vidéo, puis qui étaient des geeks, mais qui étaient comme dans le placard, puis qui ne voulaient pas se Juste de montrer leur ainsi. côté, ouais. Ouais, donc ça permet aussi de créer comme une communauté puis d'apporter des gens sur le premier plan. Ouais, c'est important de faire ressortir la communauté. Moi, au niveau radio, j'ai participé à la défunte émission Puissance Maximale. Je parlais surtout de jeux de rôle à l'époque. Après ça, j'ai participé pendant de nombreuses années au Geek Contre-Attaque, donc LGCA, qui est à CKRL, ici à Québec. J'étais un petit peu le reporter de convention. Donc, pendant les conventions autochtones à Deschicones, je faisais un petit blabla pendant quelques minutes pour parler de ce qui se passait pendant l'année. Sinon, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai fait de la radio étudiante. Donc, j'ai été DJ pour les parties de finissants. J'ai fait aussi au cégep, c'était les midis pendant ma première année. Je faisais de la radio un peu, mais il n'y avait comme pas d'équipement. Fait que, je faisais ça dans le vide avec un haut-parleur puis un tape cassette. Ouais, justement, le fait de travailler pour une radio étudiante, même si CFAC, c'est une radio étudiante, ça demeure quand même une radio accréditée qui a un budget, un financement. Tout l'équipement que vous voyez, le PodTrack que j'utilise pour enregistrer mon émission, le tripod que vous voyez là, tout ça, vous voyez que c'est littéralement la marque de CFAC qui est dessus. C'est de l'équipement que CFAC m'a prêté et que je peux utiliser parce que je suis un animateur de CFAC, mais ça appartient à la radio. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle j'utilise mon téléphone comme un amateur et j'ai pas une caméra professionnelle, parce que CFAC, ils nous permettent pas de sortir les caméras du studio parce que c'est 3 000 $ par caméra. Donc, si on pète la caméra, c'est nous qui sommes responsables pour la remplacer. Mais comment tu as débouché ça, ce travail-là? Oui, CFAC, ça, c'était intéressant parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais rédacteur, que j'étais journaliste. Et quand je suis arrivé à Sherbrooke pour commencer ma maîtrise en droit, tu sais, je ne suis pas journaliste de profession, je suis juriste. Et je suis arrivé à Sherbrooke pour faire commencer ma maîtrise en droit. Et j'ai été approché par Alexandre Tardier, qui est le directeur de la radio de programmation, en fait, qui s'occupe de la programmation de la radio. Et on s'est comme un peu rencontrés par hasard et on a discuté. Puis finalement, on a abouti sur l'idée de monter une émission, un projet qui s'appelle Ma Radio Academia, où je serais donc l'animateur d'une émission. Initialement, c'était que sur les jeux vidéo, comme c'était ça un peu le concept. Mais au fur et à mesure que je suis allé chercher des contacts, je suis allé parler à du monde que j'ai rencontré à travers les années, comme Vince, comme Mathieu, comme toi, comme les gens de l'Otakuton, comme Manu, JP et les autres. J'ai réalisé qu'on pourrait ratisser beaucoup plus, on pourrait aller plus loin, c'est beaucoup plus large en termes des sujets qu'on peut aborder. Finalement, c'est vraiment devenu une émission de pop culture générale, geek, otaku, nerd, tout ce que j'appelle ça, les sous-cultures aux marges de la société. Puis, est-ce que tu as une idée à quel point que ton émission est populaire? Ouais, donc c'est difficile avec la radio parce que le truc, c'est que évidemment, le plus de gens qui m'écoutent, c'est sur les ondes, en direct. Mm-hmm. Et c'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment mesurer combien de gens écoutent exactement, mais... Au niveau de ton podcast, peut-être? Justement, c'est pas un podcast, c'est une émission radio, véritablement. Non, mais je veux dire téléchargement. En téléchargement, le truc, c'est que c'est vraiment posté sur Spotify puis sur Apple Podcasts. Après les faits, j'ai pas les chiffres parce que j'ai pas demandé au directeur de la radio de me les donner. Mais je sais que la radio CFAC, elle joue dans toute la région de l'Estrie. Donc, tu sais, en termes de chiffres théoriques, en général, on dit qu'en tout temps, les gens qui écoutent la radio, mais même aujourd'hui, environ 5%, on peut tenir ça. Puis l'Estrie, c'est 500 000. Donc, on peut faire les maths. Puis dire que c'est à peu près le nombre de personnes qui écoutent l'émission parce que c'est comme ça que le CFAC reçoit son financement. S'il n'y a personne qui écoutait l'émission, il ne recevait pas de financement. Donc, c'est... D'ailleurs, je crois que ça a fonctionné la première saison, disons, entre guillemets, parce que j'ai commencé ça en septembre. Septembre-décembre, j'ai fait une couple d'épisodes, bon nombre, j'en faisais une par semaine. Et quand je suis revenu en janvier, on m'a vraiment encouragé à faire une deuxième case horaire pendant la semaine. Ah oui? Ouais, c'est pour ça maintenant mon émission joue le lundi et les jeudis.
Oh! C'est quand même... OK, non, c'est très, très bon d'abord. Là. Tu dois vraiment avoir des très bonnes cotes d'écoute. Je vais mentionner un petit peu, justement, les deux émissions de radio. Quoi? J'ai fait de la radio à la même fréquence que le premier et le 3. Ouais. Wow. La coïncidence qui était agréable. Mais bref, donc, comme j'ai dit, j'avais participé dans le temps à Puissance Maximale, qui était à l'origine à une radio, ouais, c'est ça, je pense que c'est CKIA à Québec. Puis après ça, ça avait été transféré à une radio de Lévis. Je me souviens plus c'est quoi le numéro, mais c'est... bref, malheureusement, c'est mort. Puis comment je me suis ramassé là-dedans, ben, c'est tout simplement que c'était mes amis, fait que ils m'ont invité. Puis même affaire pour les Geeks Contre-Attaque. Les Geeks Contre-Attaque, j'étais fan d'eux autres à la première heure. J'ai commencé à les rencontrer. Oui, ça roule encore. Ils sont rendus à la quoi, 13e, 14e année. Ça n'arrête pas, là. C'est très bon. Ils sont rendus à 2 heures. Puis c'est ça, j'ai connaissais juste de même. Je les écoutais, j'avais été voir, puis oui, puis ils m'avaient dit, puis moi, je leur ai proposé, est-ce que je peux vous faire des choses de même? Ils m'ont dit, OK, oui, c'est une bonne idée. Ça l'a moins fait ces dernières années parce que je suis plus occupé. Mais bon, bref, c'est pas mal ça. On va passer à la suite. Ouais, le YouTube. Ben, si je peux commencer, moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment eu vocation à faire. C'est plutôt parce que quand j'ai commencé à faire des événements, le premier événement que j'avais fait, c'était le G animé, ouais. C'était le G animé. C'était à Gatineau. Puis quand j'ai fait des entrevues là-bas, puis tu sais, je suis revenu à Sherbrooke. Ça, c'était en janvier. Tu sais, Alex, mon directeur de programmation, il m'avait dit, ben, tu sais, tu devrais comment laisser les poster sur YouTube. Ben, tu sais, c'est pas vraiment parce que, ben, puis je me suis dit, ben, OK, ouais, je posterai des vidéos que j'ai prises sur YouTube parce que, tu sais, plus pour des raisons d'archivage que parce que c'est quelque chose que j'ai vocation à faire carrière dedans. Là, moi, je connais quelques personnes qui, tu sais, ils voudraient un jour faire une carrière dans YouTube. Là, ça n'a pas l'air le fun du tout. Donc, moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire de ma vie. Mais personnellement, tu sais, c'est plus parce que j'apprécie quand il y a des invités, notamment ceux qui sont très occupés. Comme il y a 2 jours, le vendredi, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de faire une courte entrevue avec Matt Kidd. Ah oui? Ouais. D'ailleurs, tu sais, j'étais un des seuls 2 organisations qui étaient accréditées pour Matt Kidd. Et Mary était très gentille. Merci à Mary et à Nadé Chicone de m'avoir donné la chance. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que c'est plutôt pour faire honneur à mes invités, puis eux qui me donnent cette opportunité-là, pour leur donner eux une plateforme aussi, et puis pour faire honneur au fait qu'ils m'ont donné l'opportunité, que j'ai décidé de commencer à mettre quelques vidéos sur YouTube, vraiment. Ben moi, puis là, je remarque que j'ai même pas mis ma propre chaîne sur ma fenêtre. En tout cas, regarde, c'est comment que j'ai fait ça peut-être un peu trop vite. Mais bref, donc... moi, j'ai commencé vraiment sur un coup de tête. Ma chaîne s'appelle Aller RPG Animé et ça décrit vraiment ce que c'est. À l'origine, réellement, j'ai suivi un petit peu le fil d'un de mes collègues, si je pourrais dire, JDR D30, qui est un YouTuber de jeux de rôle sur table. Et tout comme lui, il fallait que je me déplace beaucoup en auto. Puis, ce que je faisais, c'est que j'écoutais des podcasts. Puis, je me suis rendu compte, des fois, j'avais mon avis à donner. Fait que j'ai commencé de même. J'ai pris mon cellulaire, je l'ai installé là. J'ai parti le record. Puis, j'ai sorti ce que j'avais dans le ventre à dire. Et ça m'a permis de faire beaucoup de vidéos pendant un temps, sortir un peu tout ce que j'avais à dire. À un moment donné, j'ai commencé à inclure des retours sur les conventions, mes avis sur des animés et toutes sortes de vidéos de ce type-là, jusqu'à là, quelques années, quand j'ai eu ma maison, parce que j'ai eu beaucoup moins de temps pour commencer à faire des vidéos. J'en fais une fois de temps en temps, mais beaucoup moins. Les choses changent. Là, j'aimerais parler aussi de quelques YouTubers que j'aime beaucoup leur style assez journalistique. Alors donc, My Mother's Basement, en haut à gauche, qui est anglophone. Alors lui, c'est assez informatique, c'est assez informatif au niveau des animés. C'est très divertissant, c'est très, comment dire...
c'est surtout divertissant, mais c'est quand même des reportages assez recherchés. C'est bien écrit. Ouais, Mother's Basement, je le suis, ça fait plusieurs années. J'ai eu la chance de le rencontrer l'an dernier à Anime North, qui était un des invités. Maintenant, il vit au Japon avec sa compagne, Ouais. mais il était venu à Toronto pour Anime North, et quand j'ai eu la chance de lui parler brièvement. Mais Mother's Basement, ce que moi j'apprécie le plus, c'est que c'est un des genre, originaux vidéo essayistes, comme on appelle. Mais c'est pas vraiment des reportages, mais plutôt comme il décortique des animés, puis il Oui. décortique surtout, notamment il s'est beaucoup spécialisé dans l'analyse des génériques de début et de fin. Oui. Ouais, ça, OP ou whatever, là. What's on OP, me semble, c'est ça qu'il fait. Puis, Ouais, What's in an OP? Puis il était venu à Otakuton, je pense juste avant la pandémie. Ouais. Je l'ai raté. À cette époque-là, de toute façon, je le connaissais à peine. Aussi. Ensuite, il y a Red Bard qui, d'ailleurs, maintenant fait des textes pour Mother's Basement. Tu le savais-tu? Non? Non, ben Red Bard, c'est vraiment une journaliste qui se base surtout sur le côté sociologique. Elle fait des retours sur des événements importants de la scène otaku, ce qui s'est passé, pourquoi. Comme par exemple, elle a fait un reportage super intéressant par rapport, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, ça fait quand même 10 ans, plus que 10 ans de ça, les paddles. T'as comme une rame, là, puis que le monde se servait pour taper ses fesses. Ouais, je me rappelle. C'est ça. On n'a pas beaucoup vu ça, mais c'est ça. Donc, elle a fait un reportage là-dessus qui est super intéressant, super informatif. Donc, je la recommande beaucoup. Révard, qui est un Français qui est très divertissant aussi, donne beaucoup d'opinions sur les animés qui s'en viennent, mais il est quand même assez recherché. Il lit les mangas, il fait quand même de la recherche. Fait que, mais par contre, au niveau de la recherche, Aita, j'ai juste mis son logo, là, c'est vraiment des analyses profondes des animés, puis aussi des courants artistiques. Oui, c'est ça. Vraiment, il fait des grosses recherches avancées, super intéressant comme YouTuber. Je vais noter du monde, un Québécois que le monde connaît beaucoup, Luduc. Avant, il faisait il était reporter de convention. Maintenant, il parle de légendes urbaines ou de plusieurs autres sujets geeks. Il a trouvé il fait aussi beaucoup d'interviews. Il a trouvé sa talle, là. Il a trouvé sa façon. Sa niche, oui, merci. Puis on va continuer. Hein? Ah, ouais, ben, je pense justement ça. Ça, c'est ma chaîne. J'avais oublié de la mettre parce que je m'étais fait une page au complet. Fait que donc, ici, j'ai quelques exemples de mes vidéos. Donc, je faisais du RPG a Week. J'ai donc des VR, donc des vidéos et réponses, des retours sur les conventions, aussi donc ce que j'appelle des RPG dashcam, donc je me filme en conduisant pour avoir plus de détails. Draconis, convention de jeux de rôle à Montréal que je pique. Je suis aussi en train d'écrire un livre de jeux de rôle. Puis je donne mes retours sur comment que ça avance, donc où j'en suis sur mon livre, etc. Puis je fais aussi des recommandations animées, principalement de ce que je parle dans mes gros crus, mais juste ce qui est bon. Fait que donc, OK, Ah ouais. ça c'est pas mal. Donc ça, c'est un peu le début de comment j'ai commencé ma carrière, on peut dire ça, entre guillemets. C'est que à l'époque, j'étais dans une publication que totalement j'étais recruté par hasard. J'étais encore le rédacteur en chef de mon journal étudiant à ce moment-là. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Jaden qui était, il avait monté une nouvelle publication spécialisée en jeux vidéo. Et il cherchait du monde. Puis il m'a trouvé, on s'est parlé sur Discord et j'ai embarqué. Et ça c'était au départ, évidemment, c'était pas payé. Là. Je faisais plus parce que c'était le fun. Puis j'ai commencé à publier ce qu'on appelle des chroniques sur toutes sortes d'affaires, sur des manifestations contre des animés, sur des controverses de Genshin Impact, sur des controverses autour de Tokyo Revengers à cause du symbole Manji. Pas besoin d'expliquer pourquoi, je crois. Et
Et évidemment, j'ai fait des revues de jeux vidéo, pas le choix d'en faire, mais vraiment, c'est pas quelque chose que je voulais passer trop de temps à faire parce que moi, je fais partie, petite parenthèse, je fais partie de l'école de pensée des gens qui pensent que pour pouvoir faire une revue d'un jeu vidéo, il faut au moins passer le tutoriel. Il faut au moins, voilà. Et malheureusement, c'est un fléau dans le monde du journalisme de jeux vidéo qu'il y a beaucoup de revues qui sont faites par du monde qui savent soit, clairement, sont pas de très bons gamers et deux, n'ont pas vraiment joué au jeu de manière substantielle à pouvoir vraiment écrire quoi que ce soit de profond sur le jeu en tant que tel. Comme si tu n'as même pas débloqué toutes les mécaniques, comment est-ce que tu peux décider si le jeu est mécaniquement bon ou non? C'est comme si tu joues à Clair-Obscur, tu n'as même pas fini l'acte 1 et tu écris une revue complète sur les mécaniques dans Clair-Obscur lorsqu'il y a tout un tas de trucs qui s'ajoutent dans l'acte 2. C'est vraiment un gros problème. Donc moi, je restais loin de ça. Les seuls jeux que j'ai fait des revues, c'est vraiment des jeux que j'ai aimés et que je voulais jouer et que je voulais jouer en long, en large. Dark Deity, le jeu que vous voyez à droite en haut, c'est un clone de Fire Emblem, et moi j'aime Fire Emblem, donc j'ai dit pourquoi pas, c'est un nouveau jeu à cette époque-là, et les développeurs ont été très gentils, donc ils m'ont envoyé une copie du jeu, donc j'y ai joué, puis j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça correct, Dark Deity, mais là, Inscription, là, moi j'ai vraiment trippé dessus. Inscription, c'est devenu un de mes jeux préférés, j'ai donné un 9 sur 10, je crois, dans ma revue, parce que vraiment, c'était tous les aspects de gameplay que j'aimais dans un seul jeu. Et le jeu te lançait plein de... C'est un jeu d'horreur, ostensiblement, mais le jeu te lance tellement de courbes sur le chemin. Quand tu rentres dans les autres niveaux, après avoir passé la première partie, il y a plusieurs types de gameplay qui se mélangent et qui s'interposent. Donc, Inscription, j'ai vraiment aimé ça. Et d'ailleurs, récemment, pendant le Turn-Based Fest qu'il y a eu sur Steam, Inscription était un des jeux qui a été mis en vedette. Et donc, ça démontre que même plusieurs années plus tard, le jeu tient encore la route. Ouais, je voulais te poser une question. Tantôt, tu as dit je veux pas passer beaucoup de temps à écrire des panels. Combien de temps ça te prend pour écrire un article comme ça? Une fois que je suis rendu bon, là, une fois que n'importe qui est rendu bon, ça prend pas autant de temps. Ça peut te prendre, dépendant de quel genre d'article tu écris, mais en général, mes chroniques, j'en écrivais un par jour. Donc, ça me prenait à peu près 1 heure ou 2 de recherche, puis à peu près 1 heure pour rédiger l'article d'environ 1000 à 1500 mots. Ouais. 1500 mots en 1 heure? Ouais, ben là je suis à la maîtrise, on rédige plus que ça. OK. En droit, les articles qu'on écrit, là, c'est plus long que ça. Okay. Ça prend du temps. Hein. OK. Ouais, OK. Là, faut beaucoup écrire déjà. Puis, c'est toi qui choisissais tes propres images? Les images, ouais, les affaires pour les images, c'est que à ce moment-là, il n'y avait pas ben de... même aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a pas. Mais les règles qu'on nous donnait, c'est littéralement genre, il faut que l'image soit dans tel format, à telle grandeur. Et à part ça, tu avais pas mal le libre choix pour les images. Okay. Donc, en général, j'allais juste trouver une image que je trouvais comme... Bizarre Woman Right Group Protest on Enemy Convention. Ouais. Tu vois ces filles-là. Ouais, en tout cas. Non, parce qu'ils manifestaient contre cet animé-là. Ah, OK. C'est pour ça. En effet. J'ai vu l'animé de tout ça. Moi, j'ai trouvé ça plat. J'ai pas aimé. Non, mais c'est pour ça que je trouvais ça étrange. Pourquoi est-ce qu'ils manifestaient contre celui-là en particulier? Comme si vous voulez manifester contre un animé, il y en a des meilleurs à manifester. Pourquoi celui-là? C'est ça que j'essaie de comprendre. Voilà, c'est ça, exactement ce que Vince a dit. Là. Si sur certains des animés que Mathieu met en vedette dans ses présentations, là, il y a de la matière, tu sais. Oui. Mais bref, continuons. Donc, ouais, t'as fait des interviews, mon cher. Ouais, ben c'est fou parce que c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, là. Mais en fait, c'est littéralement comme un des trucs que j'ai aimé le plus le faire, donc j'ai continué à en faire. La première fois que j'ai fait une interview, c'est avec Hansen. C'était un ami. On était au cégep ensemble et c'était un gros pianiste. Maintenant il est pharmacien puis il fait des vidéos là-dessus aussi. Mais en tout cas, lui il a fait une carrière YouTube
qui s'appelait, sa chaîne c'était Ye Piano Covers, désolé, de son nom Anson Ye. Puis c'est un pianiste qui a été formé au Conservatoire Royal là, au Canada. Puis il avait fait tous les niveaux, là, il était rendu, il avait gradué au niveau 10 et tout. Donc, d'ailleurs, on le voit à chaque année. Il payait tellement pas qu'il a décidé de s'en aller pharmaciste. C'est ça. Mais en tout cas, mais Hansen, lui, on le voit à chaque année à l'Otakuton. Au quartier chinois, si vous voyez un gars qui ressemble à lui en train de jouer avec son gros piano, j'ai oublié c'est quoi la compagnie, de la marque du piano, mais Yamaha? Je sais pas sûr si c'est Yamaha, mais il joue, ça se peut, mais il joue dans le quartier chinois à chaque Otakuton. Donc, vous le reconnaîtrez si vous le voyez, là. Mais lui, quand même, il avait... je ne dirais pas dans le passé parce qu'il a encore sa chaîne, c'est juste que c'est plus ce qu'il fait comme en premier plan. Mais tu sais, il a quand même eu 40 000 abonnés sur sa chaîne, puis il y avait beaucoup de vues sur ses vidéos il faisait surtout des couvertures de chansons d'animé, de musique d'animé, puis de jeux, puis etc. Donc, ça, c'est la première entrevue que j'ai faite. Puis après, j'ai vu qu'il y avait eu un bon retour. Donc, j'ai décidé de continuer à en faire. Et par la suite, j'ai décidé de, tu sais, pas juste faire des entrevues, mais faire vraiment des reportages. Comme de regarder c'est quoi l'enjeu, qu'est-ce qui se passe ici. Puis d'aller en profondeur avec quelqu'un qui était impliqué dans la situation. Et à ce moment-là, c'était vraiment pendant la pandémie, juste après, je crois, c'était l'explosion des VTubers. Et là, il y avait plein de compagnies, vraiment louches, qui se montaient à gauche, à droite de VTubers, qu'on appelle, tu sais, en japonais, les Black Company. Ouais. Et ça s'était rendu un gros problème, et notamment, tu sais, moi, j'aime pas faire ça, mais honnêtement, c'est rendu un gros problème chez les Filipinos. En Philippines, je sais pas ce qui se passe en Philippines, mais c'était rendu un énorme problème, le nombre de compagnies de ce genre-là qui étaient montées en Philippines, les agences de VTubing qui recrutaient juste... c'est un peu comme les idoles dont Mathieu parlait. Tu sais, les agences louches d'idoles, c'est la même affaire. Il y avait des agences de VTubers qui se montaient, qui recrutaient des dizaines de VTubers qui voulaient faire ça comme carrière et tout. Puis, tu sais, finalement, le PDG, tu sais, il leur demandait de faire des dépenses et tout. Le PDG disparaissait avec l'argent. C'est rendu un énorme problème. Puis c'est pour ça que j'avais... Énorme. Puis là, c'est pour ça que j'avais parlé avec une des personnes concernées dans cette situation, Revna, puis on en avait discuté. J'ai écrit un article là-dessus. Puis il y a des gens dans la communauté de VTubers qui étaient comme, ouais, non, c'est vrai que ça arrive et tout ça. Là. Puis bon, évidemment, il y a des gens qui chialaient. Ils ont dit, que j'ai été méchant par rapport aux Philippines. Mais bon, mais désolé, mais c'est parce que ça arrive toujours aux Philippines. C'est pas ma faute, là. Je peux rien faire des faits. Puis finalement, j'ai aussi fait un reportage sur EVE Online. Ça c'est drôle. C'était comme un méta-interview parce que les gens qui connaissent EVE Online savent que EVE Online, c'est un jeu très immersif, notamment immersif dans le sens où, pas le jeu en tant que tel, mais la communauté de EVE Online. C'est que les joueurs créent des communautés, il y a des guerres entre les factions des joueurs et tout ça. C'est du PVP, c'est de l'immersion, mais évidemment que c'est pris très au sérieux par les joueurs de EVE Online. Et j'ai un ami très proche à moi qui est un des cadres d'une des grandes alliances dans EVE Online. Puis il y avait une grosse guerre qui venait de s'achever à ce moment-là. Et donc, tu sais, j'ai fait comme une espèce de, comment dire, tu sais, reportage de guerre. Tu sais, j'arrive sur le terrain, puis je suis comme, ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans telle bataille, tout ça. Là. Puis c'était fou parce que, tu sais, le reportage a été intégré dans EVE Online. Tu sais, c'était comme un vrai truc de reportage journalistique de la guerre de EVE Online. Ouais. Malade! Ah, c'est débile. Ouais, ça. puis là, tu sais, les gens commentaient, là, ah ouais, non, comme les gens qui étaient, tu sais, de l'autre bord, là, ils disaient que non, ça, c'est de la propagande de guerre, faut pas croire à ça. Mais, donc, au niveau de ces grosses entrevues-là que tu faisais, j'avais une question aussi. Ouais, OK. Ouais, non, ça m'a rappelé quelque chose. Ouais,
je sais pas si tu étais au courant, je pense que ça a encore lieu de nos jours, mais il y avait des compagnies, des fausses compagnies qui réclamaient des droits pour des chansons, souvent oui, des j'en ai chansons non, Oui. qui sont genre libres de droit. Libre Mais de droit, eux autres, ils réclament, ils disent non, c'est à nous autres, puis ils font réclamer l'argent que gagnent les YouTubers en utilisant ces chansons-là. Fait que donc, il y avait une pléthore de YouTubers de petite et moyenne puissance qui se retrouvaient littéralement à se faire voler leur argent par ces compagnies-là qui disaient « Ah, c'est à nous autres, ce tune-là. » Mais souvent, c'est des tunes que, genre, ça appartenait déjà à d'autres compagnies, puis des compagnies qu'ils avaient eux-mêmes payées ou obtenu les droits pour le jouer. Puis à cause de ça, c'est vraiment, tu sais, c'était de l'illégalité par-dessus l'illégalité, mais ils jouaient sur le fait que YouTube eux-mêmes, ils n'ont pas tant de personnel que ça pour gérer ce genre d'histoire-là. C'est fait par des bots, des AI, puis etc. Fait que donc, il y avait de la difficulté à trouver une vraie personne pour leur dire « Ouais, il y a tel problème. » Puis au point que certains avaient dû même littéralement contacter des avocats, puis même les avocats avaient de la misère à aller parler à YouTube pour leur dire « Hey, ça, c'est pas bon, puis je veux que mon client soit remboursé. » Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais là, c'est plutôt une question de droit qui est aussi une de mes compétences, mais Ouais. dont je peux en parler parce que j'ai écrit, je crois que la prochaine, c'est des articles que j'ai écrits là-dessus, d'ailleurs. Ça se peut, ouais. Non, Ça, c'est ouais, l'autre après? Non, non. celui-là. Ouais, non, c'est celui juste avant. Juste avant. Celui-là? Ouais. Ouais. Juste là, ouais. Donc, je parlais tout ça à ça parce que l'affaire, c'est que, juste expliquer pour ce qui s'est passé, que aux États-Unis, il y a eu une réforme du droit d'auteur. C'est là où il y a le fameux le Digital Millennium Act qui a été enacté parce que le trouble, c'est que les roues de la justice tournent lentement et que si on veut faire valoir ses droits, si à chaque fois on doit aller au tribunal pour essayer de faire valoir ses droits lorsqu'on se fait, on a des poursuites quérulantes par rapport à des questions de droit d'auteur pour des musiques ou quelque chose comme ça sur qui est titulaire du droit d'auteur, on n'en finira plus. Genre, on passera des années à le faire et pendant ce temps-là, le dommage est déjà fait. Donc, c'est pour ça que cette loi a été passée pour pouvoir justement immédiatement, c'est comme en fait une sorte de pseudo-injonction pour immédiatement que le contenu soit retiré de la plateforme. Et c'est ça le mécanisme qui a été mis en place par le DMCA. Mais évidemment que l'envers de la médaille, ça fait en sorte que toutes les lois créent aussi des effets pervers par rapport à cette loi-là et que maintenant, ça fait en sorte que cette loi peut aussi être instrumentalisée par des gens qui veulent faire des claims quérulents et des faux claims pour dire que cette musique m'appartient alors que ça ne lui appartient pas et ensuite utiliser ça pour faire retirer des vidéos. Et gagner quelque chose en contrepartie par la suite, dire que si on fait une entente, on négocie et vous me payez X nombre de montants, je retire ma plainte. Pendant ce temps-là, le temps que ça passe aux tribunaux, les avocats, tout ça, ça coûte cher. Donc, il y en a beaucoup qui se plient. Et donc, c'est pour expliquer un peu un concept du droit que oui, parfois, on a des bonnes intentions pour créer une loi, pour résoudre un problème immédiat, mais que en essayant de résoudre ce problème-là, on peut aussi créer d'autres problèmes par la suite. Puis ça a double sens aussi parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ces compagnies-là se créent, commencent à claimer, ramassent l'argent des YouTubers, puis après ça, ferment. Fait que donc, ils gardent l'argent qu'ils ont gagné, puis comme ça, quand finalement ça s'en va en cours, la compagnie a fermé, c'est disparu, c'était une compagnie numéro, ils peuvent rien faire. Ouais, c'est beaucoup d'étrangers, là. Mais ouais, on peut retourner au truc on va retourner là. ce qu'on était. Ouais, on était rendu au A3. Ouais, juste rapidement. Donc, ça, c'est les événements. Tu sais, c'est littéralement ce que je fais maintenant, là. Genre j'ai pas besoin d'expliquer davantage. Le premier événement que j'ai découvert, c'était le 3 en 2021, qui n'existe plus. Mais. Puis qui était en ligne, le 3 2021. Oui, qui est en ligne également. Ouais, pour ça a été facile pour avoir l'accès. Puis ensuite, ça, c'est juste après que genre, juste à la fin de la pandémie, fin, c'était Fan Expo 2021. Là, je suis rentré, j'ai eu l'accès, j'ai eu une énorme opportunité d'aller à Toronto pour couvrir Fan Expo 2021 et j'ai rencontré Charles Martinet, Chris Sabat, qui sont des grands noms, respectivement du jeu vidéo et du doublage de jeux vidéo et du doublage d'animé.
ceux qui écoutent des animés en anglais, doublés en anglais, Chris Sabat, il est présent dans beaucoup de grands projets, notamment Dragon Ball. C'est lui qui a fait Vegeta depuis on ne sait plus combien d'années. Là. Mais c'est ça, c'est que couvrir les événements, c'est vraiment une bonne opportunité de développer des bonnes habitudes en tant que journaliste avec, à l'intérieur d'un milieu où on n'a pas besoin de mettre trop d'efforts pour créer du contenu. On fait juste couvrir du contenu et à partir de là, c'est plutôt dans le traitement du contenu. C'est comment est-ce que, en anglais, on appelle ça le curation. C'est plutôt dans ce que, comment est-ce qu'on édite le contenu et on poste le contenu, qu'est-ce qu'on met pas, comment est-ce qu'on structure un article ou une entrevue. C'est plutôt dans ça que ça tombe. Bon, à l'époque, je faisais des comptes rendus de Q&A. Maintenant, c'est moi qui fais les Q&A. Donc, il y a eu un changement de paradigme par rapport à ça. Oui. C'est cool, ça. On continue? Oui. On continue. Ouais. Oui, donc... Ouais, ben ça, c'est Ouais, même ça, affaire donc, aussi que... c'est un peu graver les échelons de Ouais. comment t'es parvenu à faire des articles pour Anime News Network. Ben, ça c'était vraiment... Parce que Anime News Network, c'est un système différent de pigistes. Eux, ils te recrutent un peu ad hoc. Donc, eux, ils m'ont trouvé, ils m'ont recruté, tu sais, d'eux-mêmes, là. Et j'écris... Puis eux, ils payaient quand même bien. Ils payaient $100 US par article. Wow. Fait que, tu sais, je faisais des articles de long forme pour eux, là, long format. Et finalement, tu sais, ça roulait bien. Donc, tu sais, j'ai quand même eu du fun à faire ça. Bon, finalement, tu sais, j'en ai plus fait pendant longtemps. Donc, finalement, j'ai laissé mon contrat, tu sais, s'échelonner. Mais quand même, c'est quelque chose que j'ai trouvé une expérience vraiment le fun. Travailler pour une plus grosse publication. Et c'est ça aussi qui m'a permis par la suite d'avoir un poste de pigiste vraiment plus conséquent dans d'autres publications. C'était-tu plus long faire des Ouais, un peu plus. des Ça me donnait un articles? peu plus de recherche parce que c'était un peu plus long la taille des articles. C'est comme 4000 mots, je crois. OK. bon. Puis donc, tu faisais des check-ups surtout sur des animaux, des saisons d'animés, puis... Je faisais des deep dive surtout. Je faisais de l'analyse. Je fais sur Realist Hero, je fais sur Golden Panzer. Les gens savent que je suis fan de Golden Panzer. Là. Dommage que Guillaume n'est pas là. Mais bon. Bah, c'est pas grave. Ouais, bon, continuons. Ouais, ça, on a déjà parlé. Non, ben en haut, le détail en haut, la fin. Ah oui, Donc, oui. trouver son angle, mettre du sien dans sa passion. Donc, oui. Là, toi, un de tes buts, éventuellement, c'est de faire des articles aussi, surtout sur le droit dans les animés. Ouais, parce que c'est ça que je fais dans la vie. Là. Je suis juriste, donc évidemment que écrire des articles sur le droit, c'est quelque chose qui... C'est comme un mariage. C'est pas quelque chose qui me vient de nulle part. Et puisque j'ai cette compétence-là, et en regardant un peu le paysage des articles qui existaient, j'ai remarqué qu'il n'y en a pas beaucoup d'articles qui écrivent sur le droit dans l'industrie du jeu vidéo, des reliés aux animés, etc. Donc, j'ai commencé à publier des articles là-dessus parce que j'avais accès à l'information et à la formation et aux qualifications et à la compétence. Donc, ça a été assez facile pour moi de mélanger les deux. Au lieu d'écrire un article sur qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans tel ou tel jeu ou d'écrire un truc vraiment qui n'a pas vraiment d'intérêt sur un jeu qui est populaire cette semaine, je voulais écrire des articles qui auraient plus une importance dans le long terme, vraiment. Mais ces derniers temps, je trouve vraiment qu'il y en a de plus en plus, justement, par Oui. rapport à des affaires de droit. Bon, c'est peut-être aussi tout simplement que de plus en plus d'affaires sales se passent. Ouais. Mais moi, ce que je me demande, c'est au niveau de l'animé, est-ce qu'il y a beaucoup, justement, parce qu'il doit bien avoir des litiges au Japon. Je sais que leur côté judiciaire est quand même assez différent, mais je serais curieux de savoir à quel point il y a des litiges au Japon sur les animés, ou peut-être même au niveau de l'Asie au grand complet. Au Japon, il y en a eu beaucoup, mais moi, puisque je ne suis pas spécialiste en droit japonais, c'est quelque chose sur lequel je me penche très peu. Je me penche surtout sur le droit américain et canadien. Américain, beaucoup parce qu'une grande partie du droit d'auteur canadien, c'est calqué du droit américain. Ouais. Les Américains sont souvent très en avance sur nous par rapport au droit d'auteur, aux marques de commerce et toutes ces questions-là. Puis aussi à cause de l'importance de l'industrie tech aux États-Unis. Donc, par rapport à ça, je me spécialise beaucoup plus sur ces domaines-là, sur ces juridictions-là en termes de droit.
Et c'est comme ça que tu sais, j'écris mes articles en conséquence par rapport à ça. Et il y a beaucoup de jurisprudence en droit, surprenamment en droit des jeux vidéo, autant en droit des affaires, évidemment, en droit du travail, oui, en droit d'auteur, c'est sûr, mais aussi surprenamment, tu sais, dans des matières de, tu sais, droit de l'entreprise, ça on sait. C'était quoi un domaine qui est un peu moins connu? Ça me revient en tête, mais en fait, parfois, on lit des jurisprudences sur des sujets de droit et on se dit, ah ouais, ça, je savais pas que même ce domaine du droit-là était touché. Complètement. Ah oui, justement, droit fiscal, par exemple. Oui, question droit d'impôt, fiscal, beaucoup, sûr. ouais. L'argent. Voilà. Eh ben ouais, C'est tout toujours ce qui touche, l'argent. tout ce qui touche à l'argent, évidemment. Mais droit criminel aussi, c'est arrivé qu'il y a des situations où, par exemple, où ça se pose sérieusement. Est-ce que la possession, par exemple, d'un manga, considérant le genre de manga dont Mathieu parle, par exemple, qui existe, est-ce que la possession d'un manga peut constituer un acte criminel ou comme au moins une infraction criminelle? Il y a un arrêt par rapport à ça où il y a quelqu'un qui avait acheté un manga à l'Otakuton et il a été arrêté, il a eu une plainte criminelle contre lui à cause de ce manga-là parce que c'était un manga hentai qui avait des personnages, disons, qui n'avaient pas l'air tout à fait adultes. Donc, OK. ça, c'est des situations où la loi canadienne, par exemple, et la loi japonaise, ou la loi américaine et la loi japonaise, il y a vraiment des sérieuses incongruités et que des gens peuvent se faire attraper. Donc, il faut faire attention. Ça mériterait un article, ça. Ça, c'est sûr que ça mériterait un article. Oui, c'est ça, là. C'est ça. Non, mais c'est que ce gars-là, il avait acheté un manga, hentai, puis il s'est fait arrêter par la suite. Tu sais, c'est différent. Ouais. Ouais. Non, mais c'est après l'Otakuton. Mais en tout cas... Il s'est arrêté pour possession de cette affaire-là. Mais continuons un petit peu sur le site de mettre du sien dans la passion, vraiment trouver son angle. Parce que quand on essaye de faire de quoi, que ce soit en YouTube ou peu importe le type de faire des articles ou quoi que ce soit, ça suffit pas de juste faire ce que tout le monde fait. On le voit bien avec des millions de YouTubers qui veulent faire du Twitch à jouer du jeu vidéo. Ouais. Ça marche pas. Fait que, faut vraiment trouver son angle à soi, sa petite différence. Il suffit pas d'être une femme puis de montrer ses courbes. Il faut vraiment aller chercher un public d'une façon différente. Moi, ce que j'avais fait, moi, un peu, c'est donc au niveau... de certains journaux que j'avais participé, je faisais des chroniques soit sur le jeu de rôle, qui était quelque chose qui était un petit peu différent, donc essayer de rejoindre du monde, ou puis donc dans le temps, ce que j'avais fait, donc le fanzine de la presse lunaire dans le fan club francophone de Sailor Moon, qui était c'était un simple fan club, sauf qu'on commençait à être genre 300 personnes. Fait que puis genre, tu sais, on avait envie de faire quelque chose pour genre faire du contenu, tu sais, pour toute la gang. Puis je dirais, on cherchait une façon de faire. Puis j'étais ami avec la présidente. Puis j'ai dit, écoute, c'est un site web que tu peux faire une section. Puis genre, nous autres, on pourrait faire un genre de journal, dans le fond, un journal virtuel où on ferait des articles. Souvent, c'était des niaiseries. Je faisais de quoi, genre, OK, il y a eu un tremblement de terre à telle place, c'était tel sailor qui avait fait telle attaque, que c'était des niaiseries de même. On avait une personne qui faisait des images un peu dans le style humoristique, là, un peu comme, comment on appelle ça dans un journal? Un satire? Hein? Caricature? Oui, une caricature, Okay, c'est ça, littéralement des caricatures. On avait des éditoriales qui étaient plus poussées sur genre des recherches sur des personnages, etc. On avait tout ce genre de trucs-là. Ça a duré 1 an ou 2. Mais tu sais, c'était quand même une expérience que moi, je considère. Puis, on va continuer un petit peu. Mais ça, c'est vraiment simple. Que si vous faites du bon travail, vous serez reconnu pour le travail que vous faites. Là, j'avais écrit un article sur la poursuite, justement, ce scandale d'Activision Blizzard,
lorsqu'il y a eu les accusations de maltraitance au travail. Et j'avais posté ça sur LinkedIn, puis ça a été mis en vedette par LinkedIn sur comment des articles qui étaient pertinents pour le sujet. À droite, en haut, ça c'est une revue que j'avais fait d'un jeu, puis Svoboda 1945 Libération. Puis les développeurs, ils ont beaucoup aimé ma revue, donc ils ont posté comme une petite image comme ça. Puis, Ça, c'était dans le jeu, ça. Ou c'était sur une présentation, genre de leur site web? non, c'était dans le trailer. C'était dans le trailer? Ouais. Ouais, ça, c'est nice. Ça. Ouais, puis ensuite, en bas à gauche, c'est vraiment... Ça, c'est le plus drôle. J'avais posté cet article-là, le Q&A de Charles Martinet, puis j'ai posté ça sur Reddit, puis il y a eu comme 12 000 upvotes. Ça, c'était vraiment drôle, Au honnêtement. point que Nintendo le reblog, là. Ouais. C'est nice. Bon, c'est sûr que c'est de la reconnaissance instantanée, mais tu sais, pas. C'est au moins, c'est bon de savoir. C'est difficile à mettre dans un CV, là, mais bon. Mais bon, mais c'est plutôt personnel. Là, ça fait du bien à soi-même de savoir qu'on a été reconnu. C'est un petit. Ça nous encourage. Petit bon. Ouais. Donc, aussi, au niveau des débouchés, on peut transformer une passion en emploi, donc un peu comme un éditeur professionnel. Ouais, parce que le truc, c'est que quand tu es journaliste, tu fais beaucoup d'éditing aussi, du self-editing, puis aussi de l'édition pour d'autres personnes. Et le résultat, c'est que tu développes des compétences en édition. C'est aussi simple que ça. Et mon expérience de journaliste, ça m'a aidé notamment à déboucher ben, c'était pas vraiment un emploi, c'était plus comme un poste d'étudiant. C'était un cours, en fait. C'est un cours crédité à l'Université d'Ottawa, là, dans la revue générale de droit, la RGD. Puis donc, j'ai édité deux éditions de la revue générale. Puis évidemment, c'est un peu différent parce que là, c'est l'édition de la revue générale, puis des revues en général de tous les domaines. C'est vraiment de la correction de notes de bas de page. Genre, on passe à corriger des fautes d'orthographe puis des notes de bas de page parce qu'il y a beaucoup de profs là, ça fait 30 ans qu'ils font ça, puis on n'a rien à chier de mettre des notes de bas de page comme il faut. Fait qu'on passe du temps à éditer notes de bas de page et à uniformiser ça selon le guide McGill ou l'UL ou peu importe lequel vous utilisez. Ceux qui font en droit, en sciences humaines, vous avez MLA, Chicago, APA, vous connaissez les modèles de citation. Donc, c'est ça, on fait de la bibliographie, on fait juste ça. C'est pas très, très sexy, mais c'est quelque chose que, certainement, si vous avez fait de l'édition auparavant, ça vous aide à faire, à vous assurer que les sources, c'est les bonnes sources, que c'est cité correctement, etc. Non, ben, c'est cool, ça. Puis, dis-moi, est-ce que tu te vois venir peut-être un moment donné un juge ou peut-être tu voudrais t'en aller la direction de notaire parce que juriste... Ben, notaire, pas vraiment. Juge, peut-être, mais juge, c'est dans 10 ans peut-être. Après, ça fait 10 ans que je suis en pratique. Et après, je peux... Parce que les juges, c'est nommé. C'est une nomination. Donc, on verra si je me fais des contacts politiques. Oui, c'est vraiment une question de contact, à ce que je sache, parce que mon beau-père est juge. Puis, OK, ouais. Bon, faudrait que je te le présente, ouais, que lui te présente du monde. Exactement, ouais. On pourra faire quelque chose de même, ouais. Ben, c'est déjà Merci terminé. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, notre prochain panel, c'est la revue 1983. Notre dernier panel, et si vous ne restez pas, ce que je trouve que vous feriez une erreur, je vous souhaite une bonne fin de journée puis un bon restant de convention. Ouais, merci. Ouais, vous devez rester, c'est Vince qui donne le panel.